c'est la rentrée et oui, les enfants vont avoir besoin d'être accompagnés. Ben, parce qu'il y a du stress, changement de classe, changement de maîtresse, de maître, par exemple. Pour peu qu'on passe de la grande section de maternelle au CP, on va chez les grands, donc il y a une double angoisse. Et puis, il y a aussi l'angoisse que les parents reportent sur leur enfant. Hein, les parents, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que il a les bons habits? Est-ce qu'il va se faire des camarades? Est-ce que l'instit qu'il va avoir, ça va lui convenir, etc., etc. Donc, toutes ces angoisses-là sont portées pour les enfants qui sont des éponges. Le problème de l'accompagnement, c'est qu'il n'y a pas tant de cabinets qui accueillent les enfants et il n'y en a pas tant que ça. Oui, parce que ce n'est pas évident d'accompagner les enfants. Alors, il y a beaucoup de personnes, d'hypno, de coachs, même d'imaginologues, par exemple, qui n'ont pas fait la formation enfant, qui se refusent à accompagner les enfants parce qu'ils pensent que c'est difficile. Alors, c'est pas que c'est difficile d'accompagner un enfant, c'est que ça demande une méthode. Il y a une méthodologie à respecter et notamment une méthodologie dans l'accueil de l'enfant. On n'accueille pas un enfant n'importe comment. Moi, j'ai dégagé 7 principes pour accueillir un enfant correctement avant de faire une séance d'imaginologie dans mon cas. La première des choses, par exemple, quand on accueille un enfant, c'est de lui accorder toute notre attention. C'est-à-dire qu'on va d'abord saluer l'enfant et on saluera ensuite les parents. Parce que le client, notre client, c'est l'enfant. Donc si l'enfant s'appelle Jonathan, on va lui serrer la main, on va lui dire bonjour Jonathan. Puis après, on va dire bonjour Madame Martin. Voilà, bonjour Monsieur Martin. Ça passe en second plan. L'enfant doit se sentir considéré. C'est tellement, tellement important. Souvent, quand un enfant vient en consultation, il ne s'attend pas à être considéré parce qu'il a vu des psys, parce qu'il a vu des professionnels, des éducateurs, des gens comme ça, qui en fait passent leur temps non pas à accorder de l'attention à l'enfant, mais à accorder de l'attention à leur diagnostic. Alors, ils observent, ils notent, ils notent, ils notent, ils notent, ils notent, mais ils passent pas de temps véritable avec l'enfant. Quand je parle de temps véritable, c'est un temps émotionnel. C'est un vrai temps. On ne fait pas semblant. C'est-à-dire qu'on ne fait pas mumuse avec un enfant. Hein. C'est important de savoir que l'enfant, il aime jouer, bien sûr, mais par exemple, il aime jouer sérieusement. Il aime être pris au sérieux. Et souvent, on le prend vite fait comme ça, bah, comme un enfant. Hein. C'est-à-dire, bon, allez, c'est pas très important, il va pas faire attention, moi je suis un adulte, je sais. La grande différence entre un adulte et un enfant, c'est que l'adulte, lui, il sait, alors qu'un enfant, il apprend. Alors, dans ces 7 principes, bon, bien sûr, c'est l'accueil, et ensuite, il va falloir jouer. Et comme je disais il y a un instant, jouer sérieusement avec l'enfant. C'est-à-dire qu'avant toute chose, avant de sortir une feuille de papier pour prendre des notes, pour faire ce qu'on appelle l'anamnèse, que nous, en imaginologie, on appelle un récit, on va d'abord jouer. C'est-à-dire, je vais sortir ma boule de pâte à modeler, je vais sortir mes story cubes, je vais sortir mes cartes speech, et je vais proposer à l'enfant un défi. Tiens, est-ce que tu serais capable, toi, de me raconter une histoire en piochant 3 cartes speech? Ça, c'est un vrai challenge. Alors, bien sûr que je vais lui montrer d'abord la manière de faire. Je vais tirer 3 cartes, je vais raconter une histoire qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne me prends pas la tête, je ne tiens pas absolument à être brillant face à un enfant, c'est pas ça. Je suis à son niveau, je raconte des histoires de gosses. Et puis après, je vais lui donner mes cartes, il va raconter la même histoire, puis après, je vais dire, tiens, tire 3 cartes, toi, et raconte-moi une histoire. Et après, ben, je vais faire la même chose, je vais prendre ces 3 cartes et je vais raconter une histoire. Lorsque, par exemple, on joue à la pâte à modeler, on peut tirer un mot au hasard dans un livre, et puis on met un sablier, on met, tiens, en 2 minutes, on fait ce truc-là, ce mot-là, en pâte à modeler. Et là, c'est un vrai challenge. L'enfant aime le défi. Donc, effectivement, il va s'y mettre. Et moi aussi, je vais m'y mettre parce que j'ai envie de gagner aussi le défi. C'est pas une question de gagner, mais en tout cas de réussir à faire quelque chose, de sortir quelque chose. Et c'est ça qui va être fort. Et là, on va rentrer dans une vraie relation de jeu avec l'enfant. L'important dans cette relation de jeu avec l'enfant, c'est aussi d'apprendre
quelque chose de l'enfant. L'enfant est fier d'apprendre à un adulte quelque chose qu'il ne connaît pas. Là aussi, il prend de l'importance, il prend une vraie place. Moi, je me souviens qu'en séance, par exemple, une petite fille m'avait demandé, m'avait parlé des colliers d'amitié. Donc je dis, tiens, c'est quoi ces colliers d'amitié? Alors elle me dit, tu connais pas les colliers d'amitié? Bah, je dis, non, je connais pas les colliers d'amitié. Elle me dit, bah, c'est simple, hein, ça s'achète dans les bureaux de tabac. Donc comme ça, j'ai appris que sa mère fumait, hein, voilà. Et donc, et je lui dis, ah ok. Et donc comment ça se passe? Bah, tu dis une formule magique, tu mets le collier d'amitié et on est amis pour la vie. Alors de la même manière, elle m'a appris ce que c'était que les poneys magiques. Alors c'était rigolo les poneys magiques parce que en m'y penchant un peu plus profondément, je me suis rendu compte que chaque poney avait une personnalité. Un peu comme on peut trouver des personnalités en énéagramme. Ils sont forts les concepteurs de jouets. Mais ce qui veut dire que l'enfant s'intéresse aussi aux personnalités et donc aux autres. Donc, se faire apprendre quelque chose par l'enfant, c'est quelque chose de primordial. Pourquoi les thérapeutes, les coachs, les hypnos et autres accompagnants en relation d'aide hésitent à accompagner des enfants? Ben, parce qu'un enfant, ça remue, ça bouge et c'est pas confortable. C'est pas confortable pour une séance. Ben oui, si le professionnel a l'habitude d'avoir des adultes dans son cabinet, un adulte, ça bouge pas, c'est politiquement correct. Donc, tout se passe bien, tout se déroule de manière assez classique. Alors qu'un enfant, il va bouleverser tout ça. Un enfant, il va mettre la séance à l'envers. Moi, il m'est arrivé de voir des enfants, par exemple, qui font le tour du fauteuil. Les pieds sont en haut, la tête en bas. Un enfant, ça bouge, ça se met debout, ça saute sur le fauteuil parfois. Parfois, ça sort pour aller voir ses parents. Alors, à un moment donné, je comprends qu'on ne sache plus quoi faire. Alors, beaucoup ont essayé différentes techniques, la menace, sois sage, sinon je vais te dire à tes parents. Il y en a qui m'ont même promis des récompenses. Si tu es sage, tu sais, tu auras un bonbon. Hein, il y a des thérapeutes qui ont un tiroir rempli de bonbons. Donc, on va donner une récompense à l'enfant si il est sage. On fait du chantage. Il y en a même qui ont essayé de faire venir les parents. Ils sortent et ils font venir les parents pour demander de l'aide parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Il y en a qui pensent avoir une baguette magique et donner un coup de baguette magique pour que l'enfant soit sage. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des enfants hyperactifs? Ça, c'est un vaste débat. Est-ce que tous les enfants, finalement, ne seraient pas hyperactifs ou simplement actifs? C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout s'accélère, un monde où l'information circule, un monde où l'enfant est bombardé d'images, de sons, de bruits, d'émotions. Et donc, ça fait que le cerveau absorbe une grande quantité d'informations et il doit s'adapter au fil du temps pour gérer toutes ces informations-là. C'est peut-être pour ça que les enfants sont dits hyperactifs parce qu'ils réagissent à un monde qui l'est. Nous sommes nous-mêmes en tant qu'adultes hyperactifs. Même en tant que parents, on est hyperactifs. C'est-à-dire qu'on veut que nos enfants fassent des tas de choses. C'est-à-dire que le lundi, c'est le judo, le jeudi, c'est la musique, le mercredi, c'est la danse, le mardi, j'ai oublié, c'était piscine. Et puis alors le week-end, il y a poney. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on ne les laisse pas respirer. On ne sait pas laisser un enfant s'ennuyer. C'est pourtant comme ça qu'il va prendre du temps, qu'il va se reposer, qu'il va construire ce qu'il a appris, qu'il va le digérer pour l'intégrer. Donc les parents sont hyperactifs et les enfants, par conséquent, le sont. Il n'est pas rare de voir des enfants, par exemple, piquer des colères. Supermarché, hop, je pousse des colères et alors je me roule par terre, etc. Alors on regarde ça médusé, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font les parents? Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas grand-chose à faire. L'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il a eu sa journée d'école, il a eu énormément d'informations. Après, il a retrouvé maman qui lui pose plein de questions. Alors ça a été mon chéri, qu'est-ce que t'as mangé à la cantine? Tagadak, 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 tagadak. L'autre, il en a plein la tête et en plus, on l'emmène faire des courses au supermarché. Dans un supermarché où il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des gens, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des lumières. Il n'en peut plus, il sature. Donc, à un moment donné, il pète un câble. Parce qu'il y a une petite contrariété, parce que maman, elle veut pas lui acheter le petit soldat, la petite poupée ou la sucette qui va bien. Et donc, il se roule par terre, il n'en veut plus parce qu'il décompense. Je dis toujours, un supermarché, ça se visite. Emmenons les enfants faire une visite au rayon lessive. Qu'est-ce que c'est? Regarde comment ça se passe, les lessives. Regarde, ça sent bon. Il y a des couleurs, ça c'est du lilas, regarde le lilas commencer sur l'étiquette, etc. Et une fois qu'on a fait la visite du rayon lessive, on se barre. Voilà, c'est quand même mieux ça. Donc je reviens sur l'accueil de l'enfant dans un cabinet.
Une fois qu'on a joué avec lui, qu'on a pris des informations, qu'on a appris des choses, on va pouvoir passer tranquillement à ce qui l'intéresse. On va pouvoir passer au récit, simplement, avec des petits dessins, avec se repérer, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu fais de bien toi, on va s'en servir après, on va pouvoir faire un ancrage, etc., sur des techniques bien spécifiques. On va passer un petit peu de temps à vraiment s'intéresser à ce qu'il fait dans la vie. Mais comme on a fait avant des jeux, qu'on a appris des choses, etc., il baisse un peu la garde. Il n'est pas chez le psy, où chez le psy, il va plutôt garder des choses pour lui, hein, dire ah, qu'est-ce qu'elle va encore dire, alors que là, c'est tranquille. Il est avec un copain, une copine dans le cabinet. Et donc, il se livre complètement. C'est là où on va apprendre, par exemple, que le petit Jonathan, on pensait qu'il agressait sa petite sœur, etc. Il n'en est rien du tout. Il est au collège, il vient de rentrer, il a une petite amoureuse qui lui a mis des petits mots dans son cartable pour dire qu'elle le trouve beau, etc. Avec ses copines, c'est le petit jeu des jeunes adolescents. Et puis la petite sœur de 5 ans, elle est allée fouiller dans le cartable de Jonathan, et là, elle lui a dit ah, je vais dire à maman que t'as une amoureuse. Et l'autre, il pète un câble, évidemment. Il est agressif, sa mère l'engueule, donc il va aussi hausser le ton un peu, répondre un peu, parce qu'il se pense un peu grand. C'est ça sa problématique. Sauf que ça, il peut pas le dire à ses parents. Et si on fait bien notre travail, ben Jonathan, il va nous le dire à nous. Donc on va rassurer la maman en lui disant bah, Madame Martin, ça se passe bien, c'est-à-dire que Jonathan, il grandit, ça devient un jeune homme, puis il a des problématiques de jeune homme. Il est important aussi, dans une relation éthique avec l'enfant, de garder des secrets. Quand je pense à l'histoire de Jonathan, je vais demander à la fin de la séance à Jonathan, est-ce que je dois dire des choses à papa, à maman oui, mais je voudrais pas que tu dises que j'ai une amoureuse parce que je veux pas qu'ils sachent. Ben, ok, Jonathan, tu leur diras quand ça sera le moment venu, tout simplement. Hein, et je garde ce secret-là. C'est pour ça que je vais dire à la maman, ah ben c'est un jeune homme qui grandit, etc. Le respect de l'enfant dans la relation, je l'ai appris de ma maman. Ma maman était directrice d'école maternelle et je l'ai observé toute mon enfance, mon adolescence. Je voyais avec quel talent elle pouvait accompagner les enfants, les écouter avec sa douceur, en même temps son exigence. Comment elle préparait réellement ses classes. Elle passait des heures. À l'époque, on faisait encore des maquettes en fonction des saisons, etc. Alors, le week-end, elle allait dans les bois, ramasser, quand c'était l'automne, par exemple, ramasser des feuilles, des châtaignes, des choses comme ça. Puis elle faisait une maquette avec toutes les choses qui représentaient l'automne. Et puis elle faisait une petite, peut-être leçon de choses, comme on appelait ça, pour éveiller la curiosité des élèves. Et les enfants étaient, mais absolument captivés par ce qu'elle faisait. Et puis, il y avait beaucoup de jeux. Alors, moi, j'ai modélisé sa manière de faire. Ce qui fait que quand je suis devenu instituteur à mon tour, j'ai commencé en maternelle, puis après, j'ai fait de l'éducation spécialisée, ben, j'ai modélisé ce que faisait ma maman et j'avais des très bons résultats parce que je savais écouter les enfants, je savais leur proposer des choses et surtout beaucoup de jeux. Alors, j'avais la facilité, j'avais le théâtre, etc. Donc, on jouait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là est venue la pâte à modeler, là est venue la représentation imaginaire des choses très tôt. Par rapport à Michael, ceux qui ont lu le livre Imaginologie, bien sûr, savent que dans le premier chapitre, je parle de Michael qui m'a probablement donné les prémices de l'imaginologie. Donc, merci Michael. Je reste persuadé qu'il y a des accompagnants qui ont voulu arrêter d'accompagner les enfants, ou qui ont arrêté tout court d'ailleurs, qui sont revenus à l'accompagnement des adultes, parce qu'ils ne se sentaient pas capables. Ils ne se sentaient pas capables alors que c'est en eux. Nous sommes des grands enfants, nous avons cet enfant à l'intérieur, laissons-le parler. Et je crois que c'est un peu le secret. Quand on accueille un enfant au cabinet, il faut nous aussi nous amuser comme des enfants. Et à partir de ce moment-là, l'enfant va se reconnaître, neurone miroir, il va reconnaître en nous un enfant, il va vraiment s'amuser et passer du temps. Moi, j'ai passé des moments extraordinaires en cabinet avec des enfants parce que j'ai d'abord instauré le jeu. Je ne suis pas partisan d'accepter les parents en consultation parce que la consultation ne sera pas la même. La séance ne sera pas la même. À partir du moment où il y a un observateur qui, en plus, est le parent,
l'enfant ne va pas du tout se comporter pareil, on ne va pas avoir du tout le même résultat. C'est un peu comme en physique quantique, quand il y a un observateur, le résultat n'est pas le même. Donc, effectivement, évitons d'avoir les parents dans la séance. Ah bah c'est très simple, il faut mettre les règles du jeu dès le départ dans la systémie parents, enfants, accompagnants. C'est simplement de dire aux parents, ben, chez moi, il n'y a pas de parents dans la séance. Donc, on va prendre 5 minutes pour accueillir les parents, parce qu'on est poli avec l'enfant, on entend tous la même chose. Ensuite, aller dans la salle d'attente, je travaille avec l'enfant, et puis à la fin, on fait un débrief, bien sûr, avec les parents. Et tout le monde est content. J'ai eu un jour une de mes étudiantes qui m'appelle, qui venait d'un peu loin et qui me dit, j'aimerais que tu vois mes filles. Alors, je fais, ouais, ok, c'est bon. Donc, on prend le rendez-vous. Et elle me dit, à la fin de l'entretien téléphonique, elle me dit, je pourrais assister à la séance. Hein. Bah, je fais, non, tu connais les règles. En plus, elle était formée en accompagnement des enfants. Je lui dis, non, tu connais les règles, il va pas y avoir, tu viens pas à la séance, tout simplement. Et là, elle me dit, ah ben non, ben dans ce cas-là, je ne vais pas faire la séance. J'ai libre à toi de ne pas faire la séance. J'ai dit, de toute façon, tu as les outils pour la faire aussi bien que moi. Et finalement, elle me téléphone 4 jours après et elle me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, ben, je vais garder le créneau et puis c'est moi qui vais venir faire la séance. Alors oui, bien sûr, on se réserve, en tant qu'imaginologue spécialisé dans l'accompagnement des enfants, de proposer des séances aux parents. Si je prends par exemple les angoisses de séparation, l'angoisse de séparation, elle n'est pas générée par l'enfant. Là. Généralement, c'est maman qui génère l'angoisse de séparation. C'est donc avec maman que je dois travailler pour régler ça. Bien sûr que je vais travailler avec l'enfant un petit truc, une petite coupure de lien, etc. Mais au départ, c'est bien maman. Donc, effectivement, il faut vraiment se réserver le droit de proposer des séances aux parents. Alors, toujours est-il que mon élève, après cette séance, ben, elle a fait la séance pour ses filles et ça a très bien marché. Comme quoi, elle avait besoin de travailler finalement. Donc, une fois que cet accueil est fait, qu'on a respecté les règles et cet principe de base de l'accueil de l'enfant, on va pouvoir attaquer la séance. Alors attention, si les enfants bougent, etc., et comme on l'a vu, peut-être qu'ils sont un peu actifs, on va faire des temps assez courts. C'est-à-dire qu'on va découper la séance en séquences de 10 minutes environ. Une séance pour enfants, ça ne doit pas excéder 1 heure. Hein. 1 heure parce que c'est le temps optimal. On sait qu'un enfant peut se concentrer de manière maximale 20 minutes, mais c'est très optimiste. C'est plus 10 minutes, un quart d'heure aujourd'hui. Et donc, ça sert à rien de l'épuiser pour faire tant de techniques. Surtout qu'en imaginologie, on a des techniques très précises, ciselées, qui vont taper là où il faut aller tout simplement. Et on va avoir des résultats extraordinaires immédiats. C'est une vraie spécialisation, l'accompagnement des enfants. On ne fait pas un accompagnement adulte déguisé en accompagnement enfant. Ça ne marche pas. Ben donc, il faut se former, bien évidemment, il faut se former pour savoir comment on approche un enfant, comment ça fonctionne, quel est son développement, et puis savoir un peu le rythme qu'a un enfant dans une séance, et puis adapter les choses. Alors, on va mélanger, on va faire des techniques, on va faire un compte, on va faire de l'impact, on va faire plein de petites choses comme ça, qui vont faire que les parents, au bout de 15 jours, ils vous rappellent et ils disent ah, c'est dingue, ça a vachement bien marché, c'est génial. Quand on accompagne un enfant, il ne faut pas se focaliser sur le résultat. On a toujours une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Mais parfois, on est surpris. On a l'impression qu'un enfant n'a rien écouté. Il a été très agité pendant la séance. Et au final, quand les parents appellent, ils disent ah, c'est fantastique, tout a changé. Comme quoi, l'enfant a pris ce qu'il y avait à prendre. Surtout ne pas se focaliser sur un enfant agité. En tout cas, ne pas croire qu'il n'écoute rien. C'est vraiment mal connaître l'enfant que de penser ça. On va faire des activités, bien sûr, dans le cabinet pendant cette séance, mais il faut savoir que pendant la séance, comme nous, on travaille vraiment en imagination, que ce sont des techniques où l'enfant voyage, il fait comme un voyage initiatique avec son imagination, il va vivre la séance. Alors, on va lui donner un petit tapis et on va lui dire, c'est ici que ça se passe. Et il va bouger. Et il va lancer des trucs, et il va faire des bruits, et il va se battre contre des dragons, etc., etc. Mais
il va tellement être dans sa séance que ça va porter ses fruits. Accompagner les enfants, c'est formidable, ça demande une méthode, tout simplement. Ça demande quelque chose de précis. C'est ça. C'est quelque chose de très précis. Alors c'est pour ça que je conseille bien évidemment de se former à l'imaginologie pour accompagner les enfants. Parce que nous avons, je crois, une formation clé en main qui est facile à comprendre, facile à intégrer et facile à mettre en œuvre. En plus, cette formation en e-learning, elle est disponible à vie. Vous pouvez la regarder tant que vous voulez, autant de fois que vous voulez, revenir. Et surtout, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer cette formation par des modules complémentaires. Par exemple, là, il va y avoir des modules sur les phosphènes, sur la dyslexie qui arrivent, qui vont être disponibles là cet automne, très rapidement. Il y a une garantie de 7 jours, satisfait ou remboursé, tout simplement. Donc, il n'y a aucun risque à prendre. Testez cette formation et puis surtout, testez-la en cabinet. Puis après, vous reviendrez me dire en disant, ah ouais, ah oui, donc je suis surpris. J'ai jamais eu personne qui m'a dit, ah, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors, c'est simple, hein. Déjà, pour avoir les principes, vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir ces principes, testez-les, essayez-les, et puis revenez vers moi. Ça me fera plaisir de vous lire, de vous entendre, de vous écouter. Je vous dis à très bientôt dans cette formation de l'autre côté, puisque vous allez encore me supporter en vidéo. Il y a 22 vidéos dans cette formation, et comme je vous le disais, il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter. Allez, bon accompagnement et amusez-vous bien avec les enfants dans vos cabinets.